Bonjour chers étudiants et bienvenue dans un QCM qui va être consacré à la magnétostatique. Donc vous avez à peu près 20 questions. Jusqu'à la question 15, ce sont des questions relativement simples. Et les questions 15 jusqu'à la question 20, c'est pour les étudiants qui ont bien compris le module de la magnétostatique. Bien. Donc cette série de QCM, ça va se dérouler sur la spire jusqu'au solénoïde avec quelques questions supplémentaires, comme je viens de dire, de la question 15 à la question 20. On va introduire des densités de courant surfacique, des densités de courant non uniformes, qui auront une relation avec le module des milieux aimantés. Bien, quelques rappels avant de démarrer la première question, quelque chose qu'il faut absolument savoir. Tout ce qui est invariance, ce qui est valable pour le champ électrique, il est valable pour le champ magnétique. Par exemple, si vous avez un fil infini, vous voulez calculer le champ sur point, vous avez invariance par translation et vous avez invariance par rotation. D'accord? Donc le champ ne dépendra que de R. Par contre, pour la symétrie, bien sûr, vous savez que la symétrie du champ magnétique n'est pas la même que pour le champ électrique. B, c'est ce qu'on appelle un pseudo-vecteur. Donc, si un système admet un plan de symétrie des sources, c'est-à-dire un plan de symétrie du courant, vous êtes sûr que le champ est perpendiculaire à ce plan. Donc, un seul plan de symétrie suffit pour déterminer la direction de B. Exemple, vous avez un fil infini. Le plan de l'écran est un plan de symétrie. Quel est le plan de l'écran? On a un point M, c'est le plan M, ER, EZ. Donc ça, c'est le plan de l'écran. Donc vous êtes sûr que B est perpendiculaire au plan de l'écran. Donc je suis sûr que B va être suivant au θ. Par contre, si le système n'admet pas de plan de symétrie, il faut trouver deux plans d'antisymétrie. Et un champ appartient à l'intersection de deux plans d'antisymétrie. Un exemple de plan d'antisymétrie ici pour un fil infini, c'est le plan qui est perpendiculaire au fil, c'est-à-dire le plan MER θ. Et donc, vous êtes sûr que B appartient à ce plan. Bien. Autre remarque avant de démarrer. Un plan de symétrie des sources, c'est-à-dire du courant, c'est un plan d'antisymétrie des champs. Par exemple, ce plan-là, donc ce plan-là, c'est-à-dire le plan ER-EZ, est un plan de symétrie des courants. Donc tout plan qui contient le fil est un plan de symétrie du courant, parce que l'image d'un courant, c'est lui-même. Et vous voyez bien que le champ, s'il est suivant au θ ici, il va être suivant moi à θ. Donc ces deux vecteurs sont bien antisymétriques. Voilà. Ceci dit, ce petit rappel, donc tout ça, c'est détaillé dans le cours sur la chaîne, sur les règles de symétrie et sur le calcul de champ magnétique. Passons au QCM. Bien. Première question, vous avez un arc de cercle d'un angle alpha parcouru par un courant I. Quel est le module du champ magnétique créé au point O? Champ, en fait, c'est le module, parce qu'on n'a pas précisé ici le vecteur. Le module du champ créé par cet arc au point O. D'abord, par symétrie. À votre avis, le champ créé par cet arc va être suivant quel vecteur? On va adopter, bien sûr, les coordonnées, les X, Y, Z. Donc, vous savez tout simplement que le plan de cercle, donc le plan, supposons que le cercle se trouve dans le plan, on va dire le point O, on va travailler avec, je ne sais pas moi, X, on peut travailler avec Y ou bien coordonnées cartésiennes, et Z c'est le vecteur qui est perpendiculaire au plan de ce disque-là. D'accord? Donc, vous voyez bien que le point O, parce que je cherche le champ au point O, toujours le point où je calcule le champ, plus deux vecteurs. Donc le plan O, XY, est un plan de symétrie, parce que l'image d'un courant, c'est lui-même. Donc c'est un plan de symétrie. Donc ce plan suffit pour dire que B va être suivant quoi? Suivant EZ. Donc c'est un vecteur qui est perpendiculaire. Donc je vous rappelle, la symétrie vous donne la direction, mais il ne vous donne aucune information sur le sens. Donc ce B est l'algébrique. Pour déterminer le sens, c'est la direction du courant. Donc, vous faites la règle de la main droite. Et là, vous avez bien sûr un champ qui est sortant. Donc, B va être B suivant plus B suivant EZ. Bon, pour le calcul, il faut utiliser la loi de Biot-Savart. Un élément de courant I d de L va nous donner un champ d de B est égal à mu0 I sur 4 pi r carré. Je calcule le champ au centre.
Donc la distance, il est constante pour tous les éléments. D de L vectoriel U et D de L, voilà D de L, voilà U. D de L vectoriel U, c'est suivant OZ. Donc c'est D de L suivant OZ. Tous les vecteurs sont suivant OZ. Donc là, la projection, je ne calcule que D de B de Z. Donc c'est ce vecteur scalaire OZ. Donc c'est cette quantité-là. Donc D de B de Z, c'est tout simplement D de B dans ce cas-là. Donc ça sera mu0 I sur 4 pi fois R. Je remplace D de L par grand R D de θ, un élément de longueur d'un cercle. Ici R carré, vous simplifiez par R et donc ça vous donne B égale à mu0 I sur 4 pi fois R, l'intégrale D de θ entre 0 jusqu'à alpha, et donc ça me donne mu0 I sur 4 pi fois R fois alpha. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. D'accord? Donc là, c'est très simple. Tous les vecteurs D de B suivant D de Z. Donc si je fais la projection, il n'y a pas d'angle qui va intervenir. Hein. EZ scalaire EZ, c'est égal à combien? C'est égal à 1. Bien. Maintenant, quel est le module toujours du champ créé par une spire au point O? Bon là, il ne faut pas refaire le calcul. C'est exactement un cas particulier de ce cas de premier exercice avec alpha égale à combien? Pour que la spire, il faut prendre alpha égale à 2pi. Donc si je prends alpha égale à 2pi ici, 2pi, ça va simplifier par pi, ça va donner mu0 i sur 2r. Donc tout de suite, je coche mu0 i sur 2r. Bien sûr, là, il faut faire très attention. Avec ce sens-là, c'est un signe moins. Ah. Donc c'est pas celui-là, pardon. Donc il y a déjà une proposition ici. Voilà, c'est côté B. Hein. Vous faites la règle de la main droite. Donc B va être vers le bas ici. Voilà, donc c'est ma mu0 i sur 2r, suivant cas. Troisième exercice, question par exemple, vous demande de déduire en utilisant le principe de superposition le champ créé par ce disque tronqué d'un arc alpha. Donc le courant circule uniquement entre ce point-là jusqu'à ce point-là. Bien. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? On peut utiliser ce qu'on appelle le principe de superposition. Comment obtenir cette géométrie? C'est un cercle complet avec un angle dans ce sens-là, auquel je dois superposer cet arc-là avec un angle alpha, mais le courant doit circuler dans le sens inverse. Comme ça, dans cette partie, j'ai I moins I égale à 0, et j'obtiens ce système. Donc, vous voyez bien que ce système, c'est exactement celui-là, plus le premier qu'on a traité. D'accord? Donc, le champ total, B, ça sera, B créé par ce système, ça sera B1 plus B2. Bon, B1, c'est, on a dit c'est moins mu0 I sur 2R suivant K. Ensuite, plus B2, le champ créé par un arc d'angle alpha, c'est mu0 I alpha sur 4 pi R. Mais là, bien sûr, ici, ça c'est suivant OZ, hein, ça c'est suivant OZ, parce qu'on a choisi ce sens du courant là, hein, c'est l'inverse. Donc ça c'est mu0 I, sauf là il faut faire attention, hein, parce que ce courant il est opposé à celui-là. Donc la règle de la main droite, B suivant OZ. Et celui-là, bien sûr, ça va être suivant moins OZ, donc moins mu0 et I alpha sur 4 pi R, mu0 I alpha sur 4 pi fois R suivant K. Voilà le champ total. Bien sûr, vous pouvez le calculer en appliquant directement ce résultat. Donc ça, c'est un arc de cercle avec l'angle, c'est celui-là. Et cet angle θ égale à combien? De pi moins alpha. Donc je peux dire aussi, ou bien, B égale à mu0 I sur 4 pi fois R, sur 4 pi fois R, facteur de pi moins alpha. Voilà, suivant Z, suivant K. Et vous voyez bien mu0 I de pi, donc ça vous donne mu0 I sur 2R suivant K, c'est ce terme, et moins mu0 I alpha sur 4 pi R, c'est ce terme. Donc vous voyez, vous avez deux façons de répondre à cette question. Soit vous appliquez directement ce résultat, le champ créé par un arc, avec l'angle, cette fois-ci, c'est θ, et θ c'est quoi? C'est 2pi moins alpha, ou bien le théorème de superposition. Vous dites ce système, je peux le construire en prenant une spire de même rayon parcourue par un courant dans ce sens, plus un arc d'un angle alpha, parcouru par un courant dans le sens inverse. Dans le sens inverse. Et si je superpose les deux, je vais avoir exactement cette géométrie-là. Bien.
Maintenant, on va passer au calcul du champ créé par une spire. On a un point sur l'axe cette fois-ci. Donc, utilisez la symétrie pour déterminer la direction de B au point M. Ah, toujours, on va travailler en coordonnées cylindriques, ou bien on va travailler en coordonnées cartésiennes. Z, c'est plus simple. Cet axe-là, je l'appelle X et l'axe Y. Donc, la spire, elle est dans le plan. Spire appartient au plan OXY. Bien, est-ce qu'il y a un plan de symétrie qui passe par le point M? Bon, vous pouvez y chercher, vous n'allez pas trouver un plan de symétrie. Mais vous avez deux plans d'antisymétrie. Vous avez le plan MXZ et MYZ. C'est-à-dire ce plan-là, c'est un plan d'antisymétrie. Pourquoi c'est un plan d'antisymétrie? Vous avez le courant ici, il circule. Sans symétrique, c'est dans le sens inverse. Et normalement, le symétrique de ce vecteur, c'est celui-là. Voilà. Le symétrique de ce vecteur par rapport à ce plan de cet élément de courant. Par contre, ici, vous voyez bien cet élément de courant, il circule dans ce sens, et de l'autre côté, il circule dans le sens opposé. Donc, ces deux éléments sont antisymétriques par rapport à ce plan. Et c'est la même chose si vous prenez le plan MXZ. Donc, vous avez ce courant-là et ce courant-là, ils sont antisymétriques. Donc, l'intersection de ces deux, c'est l'axe Z. Donc, tout de suite, la réponse, c'est D de B suivant Z. Bien. Donc, ce qui nous intéresse, le module de D de B d'abord. Donc, le module de D de B, donc vous savez que D de B, c'est mu 0 I sur 4pi. Et vous avez pris un élément de courant ID de L. Donc, j'efface un peu. Donc, je prends un élément de courant ID de L, vectoriel U. Bien sûr, ici, c'est pi, un angle pi sur 2. Donc, le module, ça sera mu 0 I D de L fois sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, mu 0 I D de L sur 4 pi R au carré. C'est tout. Ça, c'est le module de D de B. Parce qu'on vous dit ici, c'est pas D de BZ, c'est juste le module de D de B. Donc, mu 0 I D de L sur 4 pi R carré. Le champ créé par un élément de courant ID de L, on a un point de l'axe au Z. Et voilà, je pense qu'il est répété ici. Donc voilà, on a dit c'est mu 0 ID de L sur 4 pi R carré. Ensuite, le champ créé par la spire, on a un point de son axe. Donc ça, c'est le module de D de B. Puisque l'axe de symétrie B suivant au Z, il faut s'intéresser uniquement à D de B de Z qui est égal à D de B cosinus delta, qui est égal à sinus alpha, parce que alpha plus bêta égale à pi sur 2. Après, vous intégrez, donc B, ça sera, donc on a dit combien? Mu 0 I sur 4 pi R carré, mu 0 I sur 4 pi R carré, fois D de L, fois l'intégrale D de L. Pourquoi R est constant? Parce que vous voyez, hein, j'ai une spire, hein, vous regardez une spire, et puis vous le regardez sous un cône. Donc tous ces points-là sont à la même distance R de ce point. Donc R, il est constant. Donc je sors R, c'est pourquoi il me reste juste l'intégrale D de L. Et l'intégrale D de L, c'est le périmètre d'une spire de rayon grand R. Donc c'est 2pi grand R. Ah, il manque un sinus alpha, bien sûr, fois sinus alpha. Et sinus alpha est égal à combien? Bon, allez, on va le sinus alpha. Donc, vous simplifiez par 2pi, par 2. Et donc, il rester mu 0 I sur 2, petit grand R sur R carré, fois sinus alpha. Et à quoi est égal sinus alpha? Sinus alpha est égal à quoi? Est égal à grand R sur petit r. Donc, je vais multiplier ici par grand R. Et là, vous voyez bien que mu 0 I sur 2R, sinus 3 de alpha. Mu 0 I sur 2R, sinus 3 de alpha. C'est la réponse C. Bien, je pense que tout ça, c'est largement détaillé dans le cours, c'est pourquoi je passe peut-être rapidement. Bien, maintenant une application détermine le champ créé par ce système au point O. Donc vous voyez bien que le champ, toujours superposition, je l'appelle 1, 2, 3. Le champ créé par une demi-droite infinie, un demi-cercle et une demi-droite infinie. Bien, le champ créé par un demi-cercle, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec alpha égale à 2pi. Donc vous prenez cette expression-là, avec alpha égale à 2pi, ça vous donne mu 0i sur alpha égale à pi. Donc mu 0i sur 4r. Donc mu 0i sur 4r. Donc voilà déjà mu 0i sur 4r. Ça veut dire le champ créé par ces deux va être nul. Comment le justifier? Eh bien, vous avez deux façons de justifier ceci. Je vais le faire dans une autre page. Vous avez une demi-droite infinie.
Et on veut calculer infini dans ce sens-là. Et on veut calculer le champ, on a un point ici, on a un point M qui appartient à son axe. Bon, là on peut définir par exemple les coordonnées ici. Bon, ce plan, on va dire, allez, on va plutôt comme ça. On va dire, vous avez ici l'axe Z, et puis l'axe X et Y est perpendiculaire au plan XZ. Donc je peux le justifier de deux manières. Première méthode, on peut justifier le champ est nul uniquement par la symétrie. C'est de bloquer la vidéo et montrer que le champ au point M qui appartient à l'axe d'une demi-droite infinie est nul uniquement par la symétrie. Eh bien, vous voyez tout simplement que le plan MXZ, c'est un plan de symétrie. En fait, vous avez une infinité de plans de symétrie. Tout plan qui contient la demi-droite et le point M est un plan de symétrie. Donc, symétrie, vous avez en fait une infinité. Mais deux suffisent. Donc, si MXZ, donc le champ est perpendiculaire à ce plan, ça veut dire la composante BY égale à 0. Vous pouvez dire aussi MYZ, la même chose, est un plan de symétrie. Donc BX égale à 0. Et MXY, non. Donc là, je peux dire juste... Bon, par symétrie, plutôt, ce qu'il faut dire, hein, vous avez ce plan, donc voilà demi-droite infinie, hein, et vous voyez que vous avez une infinité de plans qui contient le fil. Donc un vecteur qui est perpendiculaire à ce plan, perpendiculaire à ce plan, perpendiculaire à ce plan, hein, est-ce qu'il existe un vecteur qui est perpendiculaire en même temps à 5 plans en même temps? C'est pas possible, donc le seul cas possible, c'est B égale à 0. Mais on peut le vérifier aussi par calcul, hein, c'est très facile. Prenez un élément de longueur ID de L. Il crée un champ magnétique par, d'après la loi de Biot-Savart, D de B égale à mu0 I sur 4 pi R carré, R c'est ses distances, D de L vectoriel U sur R carré. À quoi est égal D de L vectoriel U? Vous voyez bien I D de L. U c'est le vecteur unitaire dirigé de l'élément de courant vers le point M. Vous voyez bien ces deux vecteurs sont parallèles. Donc ce terme égale à 0. Donc le champ créé par un segment, ce n'est pas nécessairement qu'il soit infini, un segment ou une demi-droite infinie, on a un point de son axe, c'est le cas de ces deux demi-droites, il est nul, donc le champ va rester uniquement le champ créé par... Donc ça aussi c'est le module, hein, c'est le module parce que sinon c'est un vecteur qui est rentrant, hein, d'après la règle de la main droite, son module ce sera mu0 U sur 4R. Bien. Encore une application, donc vous avez compris maintenant que le champ créé par cette demi-droite, on a un point de son axe égal à 0. Le champ créé par le système 2, exactement la même chose, c'est on a un point de son axe est égal à 0. Donc il va vous rester juste le champ créé par un arc de cercle de rayon θ. C'était la question numéro 1. Donc c'est la réponse A. Idem, donc là vous avez... Le champ créé par ce segment, on a un point de son axe, c'est 0. Le champ créé par ce segment, on a un point de son axe, c'est 0. Donc, il va vous rester le champ créé par ce demi-cercle, plus le champ créé par ce demi-cercle. Sauf qu'il faut faire attention, le courant n'est pas le même. Donc, si on veut calculer le module, ce sera mu0 I sur, avec θ égale à pi. Hein, donc, vous remplacez ici θ par pi. Ça vous donne mu0 I sur 4R. Donc, voilà, vous voyez mu0 I sur 4R. Donc, mais puisque R1 est plus petit, 1 sur 1 est plus grand que 1 sur R2, donc ce sera mu0 I sur 4pi 1 sur R1 moins 1 sur R2. Et bien sûr, le champ total, si on veut le sens, il est rentrant, hein, parce que c'est celui-là qui va imposer le sens. C'est le premier arc, c'est mu0 I sur 4R1, parce qu'un sur R1 est supérieur à 1 sur R2. Donc la réponse, c'est la réponse A. Voilà, bon, je vais laisser la deuxième partie pour que ce soit pas des vidéos très longues. Voilà, je vais traiter dans la deuxième vidéo le solénoïde en détail, tout ce qui concerne les exercices, les questions sur solénoïde. Ensuite, voilà les questions que je vous propose d'y réfléchir. Bon, ça c'est un exercice très classique aussi, ce qu'on appelle les bobines de Helmholtz. On va calculer le champ au centre de deux bobines identiques qui contiennent chacune n spires qui sont séparées par une distance r qui est égale au rayon de l'une des deux. Ils ont le même rayon. Et on supposera que le courant circule dans le même sens des deux spires. Ensuite, calculer le champ en un point de son axe. Ah,
des deux spires. Et voilà les questions un peu où il faut réfléchir. C'est un peu en même temps, ceux qui font l'électromagnétisme, vous pouvez trouver un milieu aimanté qui va donner des densités de courant identiques à ces deux systèmes-là. Premier système, je vous donne ici, non pas une spire, mais un disque avec une densité de courant surfacique. Alors vous avez une densité de courant J surfacique. Quel est le champ créé par cette densité de courant surfacique qui est étalée, comprise entre R1, rayon R1, rayon R2? Est-ce que la réponse A, réponse B ou réponse C? Ensuite, là, vous avez un cylindre. En fait, c'est un cylindre. C'est un cylindre qui est parcouru d'une moitié avec des fils infinis suivant la surface latérale, dont des fils infinis dans la moitié, une moitié les fils infinis vers le haut, l'autre moitié les fils infinis vers le bas. Donc ça c'est un fil qui est rentrant, ça c'est un fil qui est sortant. Et vous avez la moitié, ça veut dire que vous avez une densité de courant en fait qui est égale à une constante fois cosinus θ suivant OZ. Donc si vous avez un cylindre qui est traversé par une densité de courant surfacique, JS avec JS c'est une constante positive, cosinus θ suivant OZ, quel est le champ créé au centre? On calcule le champ au centre. B, ça c'est B au point O. Est-ce que cette expression c'est là ou c'est là? Encore un exercice de même type, vous avez une spire sur laquelle on va enrouler N spire. N spire. Donc vous avez là aussi une densité de courant surfacique que je peux représenter par une densité de courant surfacique qui est égale à une constante positive fois sinus θ suivant Phi. Vous voyez bien que les courants circulent suivant Phi. Sur la surface, pardon. Voilà. Et la question, bien sûr, c'est déterminer toujours le champ au centre. B au point O, B au point O, B au point O. Voilà 3 questions vraiment de réflexion. Je vous laisse le soin d'y réfléchir et bien sûr, vous aurez la suite de corriger de ces 3 questions très prochainement. Donc n'hésitez pas bien sûr à partager ce travail qui nécessite beaucoup de temps, mais j'espère qu'il va profiter à un grand nombre d'étudiants. Pour le moment, le nombre d'étudiants qui regardent les vidéos n'est pas très intéressant, mais je continue toujours à poster des vidéos pour le moins les gens fidèles à la chaîne. Voilà, n'hésitez pas toujours à les partager. Voilà, je vous souhaite comme d'habitude très bon courage, bonne continuation et à très bientôt.